Le marketing, c'est de l'anthropologie. J'ai un client qui fait de la glace de luxe. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, nous, on veut être le Jacquemus de la glace. Ça veut dire que tu n'es pas un commerçant comme un autre, tu es une marque. Un truc qu'on ne dit jamais, c'est que la marque, dans le sens étymologique, c'est à la fois quelque chose qui laisse une empreinte, qui se remarque, et puis c'est aussi une griffe qui te rend reconnaissable. Les idées, elles appartiennent pas aux gens, elles appartiennent aux époques. Le fait de ne pas avoir de stock crée de la rareté, crée de l'attente, crée des queues. Donc ça, c'est le Graal en termes de création de contenu. La plateforme de marque, c'est la première chose à laquelle tu dois penser. Il faut que tu réfléchisses à ces 3 catégories de clients. Marketing Square. Comment se créer une image de marque? Comment se démarquer? C'est la question que tout le monde s'est posée cette année, surtout à l'époque où l'IA fait un meilleur job que nous pour créer du contenu. Pour démêler le vrai du faux et surtout pour apprendre la méthode de platforming qui permet de se créer une image qui nous ressemble et qui rassemble, je reçois Marie. Salut Marie, alias The Culture Therapist sur Insta. Tout à fait. Pour toi, tu le dis souvent, le marketing, c'est de l'anthropologie. Exactement. En fait, avant même de comprendre ta cible, ce qu'il faut, c'est comprendre ton environnement et surtout ton époque. Si je prends l'exemple de Coco Chanel. En fait, Coco Chanel, c'était après la guerre. On avait des femmes qui étaient souvent cintrées dans des corsets. C'était difficile, c'était très contraignant. Et post-guerre, en fait, elles ont pris leur place pendant la guerre. Elles ont souvent remplacé les papas, etc. Donc, elles ont commencé à avoir une voix, à se libérer. Et ça passe aussi par la libération du corps et le vêtement. Et ça, elle a compris cette époque. Elle a compris les femmes. Elle a compris qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait de la place. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une silhouette qui libérait les femmes, qui était beaucoup plus confortable, mais qui était quand même très élégante et très élevée et très luxe. Et elle a trouvé son segment de marché. Et chaque époque a un peu ses trucs. Typiquement, nous, quand on avait 14 ans, on avait les diddles. Là, la nouvelle tendance, c'est les laboubous. Comment est-ce que tu analyses justement ces tendances qui sont à la fois cycliques et à la fois toujours un peu étonnantes? En temps de crise, on dépenserait 30 balles pour une figurine? Justement, en fait, le laboubou, il coûte 30 €. C'est cher, mais en fait, aujourd'hui, tu peux pas t'acheter d'appartement. Tu peux plus partir en vacances. Tout est cher et compliqué. Donc, en fait, il faut que tu te fasses plaisir. Et ce plaisir un peu cher, comme le matcha à 15 € ou le laboubou à 30 €, t'as conscience que c'est cher, mais justement, c'est ton moment à toi. C'est vraiment un objet de récession, mais c'est aussi un objet de régression. Parce qu'à la fin, ça reste quand même un gros doudou. Et du coup, il est coloré, il est joyeux, il fait plaisir, il fait du bien et tu fais partie d'un groupe. Dans le contenu aussi, on se dit souvent « Mais attends, c'est pas possible, un tel, il m'a plagié. » Souvent, il y a les mêmes personnes qui ont les mêmes idées. Et Thibaut Elzière, il dit un truc que je trouve incroyable. Il dit « Les idées, elles appartiennent pas aux gens, elles appartiennent aux époques. » C'est pour ça qu'à un moment donné, tout le monde a la même idée parce que c'est le besoin du moment. Puis après, il y a différents segments de population qui ont un peu tous leurs règles, leurs codes. Et c'est la tâche du marketeur aussi de bien les adresser. Exactement. Et en fonction des époques, malgré tout, ça va rester une certaine hiérarchie sociale, mais elles évoluent avec les époques et leurs besoins aussi, mais la structure reste la même. Donc en haut de la pyramide, t'as les modeux, les pointus, qui vont être sur quelque chose de plus sélectif et surtout pas populaire, type Phoebe Philo, Courrèges aujourd'hui. Et dès le moment où ça tombe dans le populaire, tu redescends à l'étage inférieur, des gens qui ont envie d'être ceux du dessus. Donc aujourd'hui, par exemple, tu vas avoir des marques comme Dior ou Vuitton qui sont hyper populaires, justement un peu trop, et qui vont être pour des gens qui sont soit un peu nouveaux riches, soit un peu plus wannabe, en fait. Tu vois, je veux appartenir. Après, tu vas avoir des segments plus edgy et plus niche sur les côtés. Donc, tu vas avoir la yoga, matcha, kale, qui va avoir ce côté très lifestyle, très 360, très holistique, qui est aussi un vrai statement et une vraie façon de faire du contenu et d'appartenir à un groupe aussi. Et puis, tu vas avoir la fonction support qui va avoir quelque chose de beaucoup plus populaire, justement, type, j'en parle souvent, mais le fameux sac à dos Kabaya qui va t'ancrer dans une population. J'ai pensé à toi hier parce que j'en ai vu un, et maintenant, dès que je vois un sac à dos Kabaya, je pense à Marie. Oui, non, je veux pas que tu penses à moi, justement. Justement, en fait, ça va être des choses où ta cible, en fait, qui n'est plus ta cible, qui est en fait ton consommateur réel, peut t'endommager, en fait, ton image, parce que justement, en fait, on est toujours en train de se dire, je veux ressembler à un tel, je veux ressembler à un tel. Et alors ça, c'est vrai aujourd'hui, en 2025, mais c'était vrai il y a 10 ans, c'était vrai il y a 100 ans, c'était vrai depuis toujours. En fait, on retrouve toujours les patterns avec celui qui drive la tendance, celui qui la suit, celui qui est hors tendance et celui qui est sur les côtés, en fait. Maintenant qu'on a bien compris le cadre, on va passer à l'exercice difficile et on va tous se regarder un petit peu le nombril dans cette vidéo. On va tous regarder un peu nos business, finalement, essayer de dégager une plateforme de marque, qu'elle soit personnelle ou corporate. Vous pouvez jouer à ce jeu à la maison, juste en vous disant, tiens, quelle est finalement mon image personnelle? Qu'est-ce que j'ai envie de dégager? Et vous pouvez aussi vous poser la question pour votre entreprise, pour votre boîte, pour mieux l'incarner. Marie, c'est quoi une plateforme de marque? Et pourquoi ça s'adresse à n'importe qui ou à n'importe quel business? La plateforme de marque, c'est toutes les questions que tu dois te poser pour définir qui tu es, à qui tu parles, où tu parles, comment tu parles et qui parle. Et en fait, une fois que tu as répondu à tout ça, tu peux lancer ta marque
parce qu'elle est verrouillée, elle a du sens, et tu vas pas te retrouver au bout de 2 mois à te dire « Ah, c'est trop tard, j'ai pris un nom, mais le nom, il correspond pas à ce que je fais ou à ce que je suis, ou mon contenu, c'est pas le bon, etc. » Donc, c'est vraiment une étape obligatoire, même si tu as une super idée, pour définir tout ton marketing, ton image, ta communication, jusque en fait à ta façon de commercialiser, qui en dit beaucoup. La plateforme de marque, c'est la première chose à laquelle tu dois penser avant de lancer quoi que ce soit. C'est un peu le cadre, le jalon, parce qu'un truc qu'on ne dit jamais, c'est que la marque, dans le sens étymologique, c'est à la fois quelque chose qui laisse une empreinte, qui se remarque, et puis c'est aussi une griffe qui te rend reconnaissable. Et le gros défaut qu'on a quand on est entrepreneur ou quand on a un business corpo à faire vivre, c'est que finalement, on fait ça un petit peu à l'huile de coude. Le logo, il n'est pas toujours sur le même fond. Parfois, il est un peu tendu parce qu'on a eu un problème sur Photoshop. Enfin, on a tendance à faire un peu sa popote. Et même dans les grands groupes que j'ai eu la chance de traverser par moments, je me rendais compte que selon la licence ou tel magasin dans tel pays, on adaptait un petit peu les codes à sa sauce. Et ça fait qu'au final, on a du mal à créer une vraie unité. Donc, c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui aussi, à poser ce cadre qui ne doit jamais bouger. Ce cadre ne doit jamais bouger parce qu'il te donne du sens et de la profondeur. Et une fois qu'il est bien cadré et que les gens ont compris le sens et la profondeur, déjà, il n'y a pas d'évolution, tu n'as pas de drift comme ce que tu es en train de raconter. Et surtout, tu ne te rends pas compte au fur et à mesure du temps que tu as fait une erreur, sachant qu'en fait, une fois que c'est lancé, tu as tout de suite une trace et tu peux plus revenir en arrière. Et en plus, il y a des shifts qui sont infaisables. Tu peux pas changer de nom, tu peux pas changer de personne qui endorse et qui parle au nom de la marque. Donc ça, c'est des choses, si tu les réfléchis pas au début, ça peut te coûter hyper cher en fait. Alors par quoi on commence pour faire notre plateforme à la maison ? Comme dans toute bonne idiosyncrasie, qui je suis. Dans le contexte qu'on a posé au début, c'est qu'est-ce que j'apporte, quelle est ma contribution en fait justement dans cet écosystème et qu'est-ce que je veux raconter. Donc, je donne un exemple. J'ai un client qui fait de la glace de luxe. Ils sont venus me voir et c'était très clair. Ils m'ont dit, nous, on veut être le Jacquemus de la glace. À partir de là, ça veut dire que tu n'es pas un commerçant comme un autre, tu es une marque. Tu ne vas pas faire du contenu comme quelqu'un qui fait de la food, tu vas faire du contenu comme quelqu'un qui fait de la mode. Et ça veut dire aussi que tu vas aller chercher dans ton ADN quelque chose avec l'authenticité, quelque chose avec beaucoup de fédération, beaucoup d'émotion aussi, parce que souvent le food, c'est du food, ça peut être très joli, ça peut être très instagrammable. Ça veut dire que tu vas chercher aussi le côté générationnel. Je suis pas en train de copier Jacquemus, je suis en train d'aller chercher dans tes racines les propriétés. Exactement ce qui correspond à ça. Et en l'occurrence, ils avaient tout ce qu'il fallait. Le côté iconoclaste aussi, parce que Jacquemus, il a cassé les codes, avec des défilés dans des champs. Il est très connu pour ses happenings. Exactement. Et sans copier, parce que tu vois, Jacquemus, il fait ce qu'il fait, mais nous, en fait, ce qu'on allait chercher, c'est que c'est de la glace que tu peux travailler, en fait, de l'apéro au dessert, donc y compris dans des plats salés. Donc c'est là qu'on va aller chercher. Donc c'est pas que tu copies-colles, c'est que tu t'inspires pour aller chercher, en fait, toutes tes raisons d'être et tes valeurs et ta mission pour te dire, voilà, aujourd'hui, je contribue comme ça. Sachant que c'est pas forcément des choses que tu vas aller dire et raconter, mais il faut que ça se sente. Donc, ton premier conseil, se poser la question de qui je suis et du coup, facile d'innover, aller chercher en dehors de son secteur et on peut aussi, à l'intérieur de son secteur, ramener deux choses qui n'ont rien à voir pour créer, pareil, un espèce de Frankenstein. Par exemple, le cronut, le mélange du croissant donut, ça a fait beaucoup de bruit parce que là, on change non pas de secteur, mais de catégorie. Un deuxième critère à prendre en compte quand on crée sa plateforme, c'est la cible. Avant de passer à la suite, je te parle d'un bon plan qui va t'intéresser. Magic Post, c'est le sponsor de cet épisode, mais c'est aussi le meilleur outil pour créer du contenu sur LinkedIn. Tu peux non seulement générer des posts à partir de modèles existants, mais aussi en fonction de documents, des vidéos YouTube, des PDF. Ensuite, tu peux affiner la tonalité, mettre plus ou moins d'émojis et personnaliser comme tu l'entends. L'idée, c'est pas de fournir un post que tu aurais pu écrire sur ChatGPT. Il y a des armées d'experts derrière Magic Post qui font en sorte que ce contenu sonne vraiment humain et vraiment toi. Mais le mieux, c'est de le tester par toi-même et ça tombe bien, les 5 premiers posts sont offerts. Alors clique vite sur le lien en description et tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Bon épisode. Une fois que tu sais quitter, il faut que tu saches à qui tu parles. Et en l'occurrence, c'est déterminant. En fait, en fonction de à qui tu parles, tu vas voir aussi tous les gens derrière qui vont vouloir ou pas s'assimiler à toi et c'est aussi ta désirabilité. Il faut que tu réfléchisses à ces 3 catégories de clients. Le client projeté, le client cible et le client réel. On reprend Jacquemus. Le client projeté, c'est Dua Lipa, la célébrité super belle, etc. Le client cible, c'est la fille jeune, urbaine, avec de l'argent, CSP+, la parisienne, 16-17e. Et après, il faut que tu penses aussi à la cible réelle qui risque, parce qu'elle veut devenir ta cible secondaire, de t'impacter. Et c'est là qu'en fait, il faut faire attention à plein de choses. Donc, ton schéma de distribution, ton prix, ta rareté, ton accessibilité, parce que quand tu deviens trop populaire et que justement ta cible et ta clientèle, en fait, elle correspond plus aux 2 premières, c'est là où en fait tu deviens beaucoup moins aspirationnel et c'est des choses qu'on a vues hyper souvent dans l'histoire du luxe. Et donc le danger, c'est qu'à un moment, ton client réel devient tellement
tout le monde, qu'on t'a tellement vu partout, comme Lacoste à une certaine époque, que tu deviens démodé, tu deviens trop populaire, tu deviens presque has-been. Et c'est là qu'il y a énormément de travail et d'argent à remettre, justement, à embaucher des Pierre Niney, des Venus Williams, à faire des défilés. Des Adèle. Des Adèle, exactement, pour redorer ton blason. Mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent, parce que même si aujourd'hui Lacoste, il y a beaucoup de gens qui ont vu ce qui s'était passé, la plupart des gens en France l'ont pas forcément vu. C'est un super exemple Lacoste, et on s'en rend compte aussi dans le B2B à quel point c'est facile. Moi, j'ai l'impression, en tout cas rapide, de se recréer une image. Je te donne un exemple, Squared. C'est un de nos clients, Romain Collignon. Il y a 1 an, il avait le même produit, il se demandait comment je vais faire pour rafraîchir ma cible. Son cœur de cible a évolué et a vieilli, et c'est le cas de beaucoup de marques. Et cette année, il a décidé de reprendre complètement sa stratégie de contenu, de refaire des newsletters, ce qui était de base, il est revenu à ses premières amours, qu'il avait un peu oublié, de faire des thématiques hors série pour ses masterminds. On en fait une ensemble, mais il en a fait aussi avec Fred Mazella. Il en prépare une avec Mathieu Nebra, qui est venu dans Marketing Square aussi, et qui est un de nos clients. Donc c'est assez rigolo à quel point, il y a une semaine, je me retrouve dans une baraque d'entrepreneurs et tout le monde me dit... Mais Squared, c'est hallucinant. Ils sont en train de connaître une remontada. Et au final, je me dis, Marie, à part changer leur stratégie de contenu et faire une logique de distribution différente, des hors-séries, des newsletters, en fait, ils ont juste fait ça pour rhabiller la mariée. Moi, je pense que quand ça a l'air très évident et très facile, c'est que c'est là que c'est juste. Parce qu'en fait, tout ça, c'est du bon sens paysan, en vrai. Et donc, du coup, 1, ils s'en sont rendus compte. 2, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et 3, ils l'ont médiatisé là où il fallait. Ouais, mais c'est l'impact de la stratégie de contenu, ne serait-ce que ça. Et je trouve que c'est la remontada de Lacoste. C'est changer les égéries et une strate de contenu qui est beaucoup plus sociale, beaucoup plus incarnée que ce qu'ils avaient auparavant. Ah, complètement. Et puis qui est dans l'air du temps. Parce qu'effectivement, on a parlé des égéries, mais on a aussi le café Lacoste, on a le contenu Lacoste, on a les défilés, on a le red carpet. Donc, si tu veux, ils sont dans tout l'écosystème où il faut être pour créer du contenu qui soit organique ou événementiel ou RP. Donc maintenant, vous l'avez compris, il n'y a plus une seule cible en marketing, il n'y a plus cœur de cible, prescripteur, tout ce que vous avez appris dans vos manuels. Il y a plutôt les 3 cibles de Marie qui suffisent à comprendre si on est toujours bien connecté au marché ou pas. Et puis après, derrière, on va parler maintenant non plus des clients, mais des équipes qui font vivre justement la relation commerciale et l'expérience. Exactement, avec qui tu travailles, parce que tu n'es pas tout seul et que tu as justement besoin de talent. Et donc là, c'est le photographe, le vidéaste, le copywriter, l'agence de presse ou les gens de presse et les gens dans ton équipe. Et c'est là que c'est hyper important de t'être demandé justement qui t'étais et à qui tu voulais ressembler, parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est là que tu vas aller prendre des talents, souvent qui sont issus de la catégorie ou du métier, parce que du coup, ils connaîtront mieux, ils auront une sensibilité, et surtout, il y aura de la profondeur et ça ne sera pas du marketing bullshit. Donc, on utilise la plateforme de marque pour recruter. Si on veut faire du Jacquemus, il faut s'entourer de gens qui font de la mode et plus de la pâtisserie. Exactement. Le premier truc que j'ai changé chez ce client, c'est en fait de ne plus embaucher des photographes de cuisine et d'alimentaire, parce qu'effectivement, ça ressemble à de la cuisine, il y a des codes, il y a une certaine lumière, il y a une façon de retoucher, et d'aller prendre des gens avec qui je travaille dans la mode, que ce soit des débutants ou des gens qui sont un peu plus expérimentés, parce qu'il y a ce grain, il y a cette lumière, il y a cette façon de prendre des angles, etc. En fait, tout ça, même si tu le sais pas, même si je te l'ai pas dit, je te l'ai pas écrit, tu vas avoir l'impression d'être devant un contenu de mode, alors que, in fine, ça reste un contenu alimentaire. Et puis après, il y a la grande question, sur quelle plateforme je me déploie ou pas, sachant que le contenu, c'est pas gratuit, que derrière, quand on fait du bon contenu, on commence à mettre des enveloppes publicitaires. Bref, une fois qu'on a ce fameux compte TikTok, faut engager quelqu'un pour s'en occuper, faut faire la totale. C'est quoi ta religion, du coup, sur les plateformes ? Comment est-ce que tu aiguilles tes clients ? J'en reviens au sens. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire ? À qui tu veux parler ? Donc, si je reprends l'alimentaire, les gens regardent des gens cuisiner pendant des heures, j'en fais partie, même si je cuisine pas, sur YouTube. Bien évidemment, on va faire du beau sur Instagram, mais si tu veux vraiment engager les gens et faire du gros volume, tu vas sur YouTube. De l'autre côté, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire du contenu de qualité. Parce que là, on se parle de gens qui ont des budgets pour embaucher des photographes, des vidéastes, etc. Donc, quand tu as des gens en face de toi qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui ont des moyens relativement limités, il faut aussi choisir la plateforme qui t'a fait du niche. Je te donne un exemple. Dans la mode, tout le monde veut faire TikTok. Donc, quand tu t'appelles Loewe ou Burberry et que tu as entre 5 000 et 10 000 euros par contenu pour faire quelque chose d'exceptionnel, une histoire qui se raconte d'elle-même et qui est super forte, tu peux le faire. Mais TikTok, c'est de l'authenticité, c'est de l'humour, c'est de la viralité. Souvent, le luxe, c'est pas drôle. Tu fais pas de blagues dans le luxe, etc. Donc, en fait, si tu n'as pas les moyens de ces gens-là pour faire des défilés, etc., moi, ce que je conseille, c'est d'aller vers des choses qui sont plus accessibles et plus toi. Donc, par exemple, en ce moment, il y a, surtout aux États-Unis, il y a Substack, où tu vas justement raconter des choses à des gens que ça intéresse, où tu peux parler de tes inspirations, de tes showrooms, de ton défilé, Pour une marque, ça engage Substack ?
Écoute, aux États-Unis, oui, et c'est de plus en plus un truc. Alors, c'est peut-être un peu niche, mais après, tu peux aller sur l'autre plateforme, dire que tu as un Substack. Ça fait innovant, ça fait cool, etc. Et surtout, tu deviens prescripteur. Tu peux parler d'autres choses, hein. Tu peux parler des hôtels cool, des vacances cool, des spots cool, etc. Et dans tous les cas, tu as l'air pointu. Donc, c'est plus niche, mais c'est plus qualifié. Et c'est aussi de l'aura. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a le réseau comme de la masse et de l'audience et de l'ordre organique qui fait du média gratuit, mais il y a aussi le réseau comme une partie de ton image. Donc toi, t'es pas dans le mindset agence personnelle de se dire les réseaux sociaux, c'est qu'un play de référencement, c'est réussir à prendre tous les mots-clés possibles sur toutes les plateformes en un minimum de temps et on envoie le même contenu partout. Moi, je pense fondamentalement que même si les mêmes personnes sont sur plusieurs réseaux, tu vas avoir une façon de consommer le contenu qui est différente. Et ça se voit, Instagram, c'est statique, c'est très beau, c'est très pur, c'est une vie qui n'existe pas. Tu vas avoir TikTok qui est l'opposé exact, qui est complètement authentique, qui est raw, qui est souvent presque crado, etc. Tu vas avoir LinkedIn qui est extrêmement, propre. Vraiment, c'est le travail. Tu vas pas te dire du tout ce que tu penses, tu vas être très policé, etc. Ça se consomme comme ça. Donc moi, j'ai tendance avec les marques à me dire que si tu as de l'argent, c'est pas le cas de tout le monde, il faut adapter. Stratégie dédiée. Mais c'est vrai que du coup, pour une marque personnelle, par exemple, j'ai tendance à me dire, sur les différentes plateformes, on est sur les mêmes tendances. Je te donne un exemple. Là, on revient au contenu brut. Que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou sur YouTube, on voit bien que les prods ultra léchés, ça marche plus du tout. Ma vidéo, agence personnelle qui a le plus marché sur LinkedIn, je suis dans le métro. Et c'est Clément qui me suit avec un iPhone. Et tu vois, c'est comme ça qu'on a commencé les tournages lifestyle. Pour l'avoir expérimenté avec l'agence personnelle à titre personnel, c'est vrai que, quelle que soit la plateforme, en fait, un carton est un carton et un bid est un bid. Donc c'est vrai que ça se ressemble. Mais après, ce que tu dis de dire qu'on va vers du plus raw, du plus brut, etc., c'est aussi parce que TikTok est en train de manger tout et de t'amener vers ça. Et du coup, en fait, c'est ce que consomment les gens parce que ça t'influence aussi. Mais je pense qu'il y a une différence aussi entre personal branding et marque. Parce que quand tu es une marque, surtout quand tu as du budget, en fait, tu es dans de la créativité pure, de la désirabilité, du rêve. Donc en fait, tu vas avoir plusieurs égéries, d'ailleurs, qui parlent à plusieurs types de groupes. Tu vas avoir du contenu hyper immersif, etc. Jacques Mus fait ça hyper bien. Et du coup, tu vas pouvoir t'adapter à chaque plateforme pour donner de la profondeur, pour incarner, pour être dans le rêve, la fantaisie. Quand tu es sur du personal branding, entre guillemets, tu n'es qu'une personne, et en plus, tu es une personne réelle, et il faut que tu sois authentique, et il faut qu'il y ait créer de la proximité. Donc c'est là que tu concentres tout autour de toi, ton storytelling, comment t'en es arrivé là, de tes problématiques, etc. Et du coup, c'est une typologie de contenu qui est monolithique. En revanche, il faut faire le bon type de contenu par rapport à l'époque. Et puis pour financer tout ça, évidemment, faut penser à son pricing. Comment est-ce que dans sa plateforme de marque, on peut trouver déjà un peu son prix de vente ou en tout cas commencer à constituer sa gamme? Alors, d'un point de vue marketing, le pricing, c'est un main caractère. Il est aussi important que l'incarnation ou le produit lui-même. Donc, bien évidemment, il y a ton PNL, il y a ta marge, etc. Mais si tu veux, moi, en tant que marketing, je vais aller chercher aussi ce que dit ton prix sur toi. Je prends l'exemple de la glace. Parfois, tu vas le mettre à un certain prix, mais c'est pas assez cher. Donc, effectivement, par rapport au reste de ta gamme, en fait, ça fait du sens par rapport au grammage ou j'en sais rien, tu vois. Mais ça te positionne trop bas par rapport à ce que tu es supposé projeter comme image. Donc en fait, il va falloir augmenter un peu pour pouvoir être là où tu es supposé être en termes de positionnement. Et de l'autre côté, c'est aussi un statement, et parfois c'est même la communication percée. Je donne un exemple assez récent. Louis Vuitton qui nous sort un rouge à lèvres à 160 €. Louis Vuitton s'est positionné en termes de marché au-dessous d'Hermès, d'accord ? Un Kelly, c'est beaucoup plus cher qu'un Speedy. En revanche, aujourd'hui, le rouge à lèvres le plus cher du marché, c'est Hermès. Il est 80-85 €. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec un Vuitton à 140 €, 160 $. Pourquoi ? Parce que ça nous a fait parler. En fait, tout le monde était au courant avant même qu'ils fassent leur portage, avant même leur communication qui est pas hyper ambitieuse pour du Vuitton. Donc c'est un statement, c'est aussi de la provoque, et c'est la seule provocation qui est acceptable pour du luxe. Parce qu'aujourd'hui, la provocation, c'est des choses, c'est le scandale, c'est la haine, c'est des choses sexuelles où le luxe ne peut pas aller. En revanche, faire un prix statement, ça fait parler et c'est pas très grave. Ce qui se passe derrière le prix, c'est la promesse. Et forcément, même si tu vends de l'ultra luxe, si ça coûte 12 €, ça va créer le soupçon et le désamour immédiatement. Donc tu as raison de dire que c'est positionnant. Un autre enjeu qui est intéressant pour le prix, c'est toujours les circonstances. Et c'est quelque chose auquel on pense jamais. Mais on parle du rouge à lèvres, par exemple. Un rouge à lèvres, s'il est parmi 1000 autres, il est beaucoup moins sexy que le rouge à lèvres juste avant ton entretien d'embauche où en fait, il n'y a qu'une seule boutique, tu sais que tu peux le trouver que ici. Et en fait, évidemment que tu es prêt à dépenser 160 € parce que c'est avant ton entretien d'embauche. Donc, la singularité, le timing et puis la distribution, c'est aussi des éléments qui vont créer de la rareté, de l'exclusivité. Mais il y a une limite à ça, c'est qu'il y a aussi plein de marques qui ont utilisé finalement le prix pour faire
du buzz et qui n'ont pas du tout tenu sur le long terme. J'en veux pour preuve toutes les marques de designers un peu sympas que les Parisiens lancent en sortant d'école de commerce où 2 ans plus tard, ils n'ont pas réussi à vendre suffisamment avec un prix qui était trop élevé, peut-être positionné, mais que les gens ne pouvaient pas vraiment se payer. Mais parce qu'en fait, il manque tout le reste, c'est-à-dire le produit, peut-être la qualité, le savoir-faire. Parce que quand tu sors d'école de commerce, après, tu peux prendre des artisans, etc. Mais quelle est ta légitimité à driver des artisans? Le RSE, la longévité et aussi tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que tu apportes dans cet écosystème, quelle est ta valeur? Est-ce que c'est juste une idée de produit et auquel cas ça va mourir parce qu'il n'y a pas de fond? Et justement, une marque, souvent chez LVMH, ils disent, nous, on voit les marques encore dans 100 ans ou 200 ans, en fait. Et c'est ça qui fait que ta marque, elle tient, parce qu'en fait, tu fais des choix, tu as un narratif, tu as des produits et des collections qui sont pensés dans le temps et pas comme des coups ou de la viralité. Tu trouves pas qu'aujourd'hui, le luxe a plus du tout la même cible qu'avant? Typiquement, les ultra riches, t'as pas l'impression qu'ils trouvent ça hyper ringard d'aller chez Dior? Bah si, c'est pour ça qu'en fait, il y a tout le quiet luxury et que, en fait, je pense fondamentalement que le luxe tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire top-down, parce qu'effectivement, les marques de luxe, souvent, il y a eu un fondateur et ce sont pas forcément des grandes questions quali et quanti. Je pense que la Gen Z lui a fait beaucoup de mal, en fait. Et de toute façon, là, le marché chinois étant difficile, alors que c'est là qu'ils se sont développés, en fait, quand ils reviennent sur des marchés occidentaux, et même chinois, en fait, parce que les mecs se sont développés exactement comme ici, ils se rendent compte que le marché n'est plus à l'écoute de quelque chose qu'on leur raconte parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, on est dans des approches beaucoup plus démocratiques et collectives, et je trouve que les bons exemples, c'est les Lemaire, c'est toutes ces marques, en fait, qui sont moins chères, pour le coup, qui sont chères, hein, c'est pas accessible pour tout le monde, mais qui sont moins chères et qui sont dans un discours beaucoup moins tape à l'œil. Je te mens pas en te racontant que c'est fait en Italie et en France, en fait, avec des gens qui sont maltraités et qui n'ont pas de droit du travail correct. On te dit que c'est fait au Bangladesh, mais avec des gens qui sont correctement payés et traités. On a du contenu équivalent du luxe. Souvent, sur les réseaux, on dit « Pollen, c'est pas du luxe ». Ouais, mais Pollen, il joue avec les codes du luxe. Et surtout, il y a de la rareté. Parce que pour en revenir au point précédent, tout le monde ne peut pas en avoir parce qu'il gère la rupture de stock. Et ton stock aussi est un personnage dans ton mix. Le fait de ne pas avoir de stock crée de la rareté, crée de l'attente, peut créer des queues. Donc ça, c'est le Graal en termes de création de contenu ou de désirabilité parce que tu as le FOMO. Pourquoi c'est ça diminue le risque pour les entreprises. Hein. Et après, t'auras pas ce côté tellement populaire où à un instant T, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais après, c'est fini parce que justement, les gens ont vu ton sac partout. Et ces marques-là, je trouve, sont dans une approche beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus responsable, beaucoup plus honnête et beaucoup plus now. Tu sais où je veux t'emmener? C'est déjà le dernier point de ta plateforme de marque et on est justement sur l'incarnation. Comment est-ce que tu te projettes? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour qu'on puisse faire à la maison l'exercice de réfléchir à mais qui incarne ma marque? Ah oui, parce que souvent on se dit l'incarnation c'est moi parce que j'ai monté la boîte, mais en fait tu vas te marier avec ça pendant un certain temps puisque tu peux pas changer d'incarnant. Donc est-ce que c'est toi, en tant qu'entrepreneur, qui prend la parole? Est-ce que c'est un sachant? Donc, quand je dis un sachant, c'est un directeur artistique sur de la mode, ça va être un cuisinier sur du food, ça va être un scientifique sur du skincare ou un make-up artiste sur du maquillage. Ou est-ce que c'est un influenceur? Parce que souvent, les influenceurs sont backés par des entrepreneurs, mais comme ils ont de la notoriété et qu'elle est immédiate, ça t'évite beaucoup de médias. Voilà. Sachant que ce choix-là, il est déjà déterminant et clivant dès le départ. Un directeur artistique, tout le monde adore, c'est hyper fédérateur, c'est hyper chic et ça te positionne assez élevé. Un influenceur, c'est très immédiat. T'as pas besoin de travailler les médias et c'est entre guillemets gratuit parce que tu travailles sur une notoriété déjà travaillée. En revanche, ça te positionne un peu plus cheap. Donc les influenceurs, c'est pas luxe. C'est moins luxe parce qu'en fait, l'influenceur souvent travaille avec plein de marques. Donc en fait, ça fait un peu je mange à tous les râteliers, même les marques de temps en temps, t'es là, tu regardes avec qui ils travaillent. D'ailleurs, les marques qui sont choisies par l'influenceur déterminent aussi avec qui tu vas travailler. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire je travaille pas avec elle parce qu'elle travaille avec telle marque. Et puis après, l'entrepreneur, c'est hyper clivant. Il y a plein de gens, les patrons, les entrepreneurs, le côté école de commerce, etc. Ils détestent. Donc, c'est pas forcément fédérateur. Donc, ce sont des choix déterminants qui sont pas forcément toujours réfléchis à la base. Et après, vraiment, c'est compliqué de changer parce qu'une fois que tu as expliqué sur les réseaux ou à la presse, etc., qu'il y a un nom, quelque chose, etc., c'est hyper compliqué de changer parce que les gens veulent parler à cette personne-là. Si je résume un peu ce que tu dis, la dernière partie de la plateforme de marque, c'est un peu trouver tes Avengers, qui sont les personnes, les relais d'opinion un peu autour de ta marque. Si on est dans le B2B, évidemment, on va considérer ces employés qui sont des énormes leviers pour la marque employeur, les membres du board qui sont un peu les top talents, les A-players qui vont faire ta publicité. Et puis si on est dans le domaine B2C, on va aller choisir ces influenceurs, peut-être les porte-parole de la marque, des top clients qui peuvent faire, tu vois, typiquement là avec Bash, on avait fait une activation en magasin qui avait cartonné. En fait, Bash m'avait dit, Caroline, toi,
t'es suivi par plein de CEO. Via agence personnelle, en fait, t'es connecté à plein d'entrepreneurs. On veut adresser les entrepreneurs. On va t'organiser une shopping party et tout le monde va avoir moins 30% sur la collection. Donc, il y a des petites activations comme ça, typiquement. C'est un peu ça, la partie incarnation. C'est déterminé selon ton business, et ça marche aussi pour une marque personnelle, qui sont les relais d'opinion sur lesquels tu vas t'appuyer. Exactement. Une fois que tu as trouvé ton incarnant, donc la personne, la figure de proue en fait du business, tous les autres, influenceurs, même le choix du journaliste, etc., ça va parler pour toi et c'est exactement comme le reste. L'écosystème que tu vas choisir va te positionner et va faire partie de ton image. L'image, c'est pas juste sur papier glacé, la photo ou la vidéo que tu as mise sur Instagram. Et d'ailleurs, tu as des marques qui, en choisissant certains influenceurs extrêmement populaires, se rangent dans une catégorie immédiatement. Je te prends les French Bastards. Ils ont fait les plaquettes de chocolat glacé. C'est super. Ouais. Eux, c'est un bon exemple justement de... Là, c'est le typique pivot d'industrie. Ils ont complètement cassé les codes de la boulangerie. Mais oui, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont regardé ce qui se passait autour d'eux. Ils se sont dit, les gens ne vont plus en boîte parce qu'on est sain, on fait du sport, on boit du matcha, etc. Parce que aussi la boîte de nuit, c'est parfois un peu anxiogène. C'est pas un truc... Les jeunes, ils vont plus en boîte de nuit, voilà, ils font autre chose, ils se rassemblent. Et ils se sont dit, mais on va le faire le matin, le dimanche, à 7h, justement, quand tu rentres de ton jogging, dans une boulangerie. Et en fait, les gens, c'est festif. On en revient au collectif, on en revient à faire la fête, à appartenir à un groupe. Ça crée du contenu, les gens le remettent sur les réseaux parce que c'est trop cool d'être là. Du coup, ça fait du média gratuit. Les gens en FOMO, ils veulent en faire partie. T'as les Américains qui disent « incroyable, unbelievable ». Donc, c'est hyper malin parce qu'ils ont tout coché. Le côté sociétal, le côté générationnel, le côté création de contenu. Là, ils sont arrivés dans un viral, mais un bon viral. Un viral joyeux, positif, fédérateur. Et donc là, ils ont été super bons. Et d'ailleurs, ça me rappelle dans mon livre que tu connais, il y a cette citation que j'adore. « Do something crazy you never know ». Je trouve que c'est un maître mot en marketing, parfois de se dire « Qu'est-ce que je pourrais faire de plus fou à l'occasion de cet événement, cette campagne ?» Et je trouve que autant c'est bien de mettre du cadre, et tu nous as appris le platforming, donc maintenant on a compris un petit peu son angle d'attaque, on a compris son cadre, mais derrière, faut pas hésiter à amener un maximum de fantaisie et à faire ce mouvement du désespoir. C'est l'histoire que je raconte dans le livre. DJ Snake qui vend plus aucun album, il fait un truc complètement insensé à ce moment-là, où tout le monde se dit mais qu'est-ce que tu as fait ? Et en fait, c'est ça le coup de génie marketing. Et même en stratégie de pricing, dans les SaaS, on se pose souvent la question, ok, imagine que tu sors de ton industrie, qu'est-ce que tu pourrais imaginer de plus fou comme stratégie de pricing ? Et souvent, on trouve des très bonnes choses en se posant cette question. Qu'est-ce que je peux faire de plus fou à un instant T ? C'est exactement ça. Nous, quand il y a 2 ans, je travaillais sur Undies, on a sorti la première campagne sous intelligence artificielle pour une campagne de maillot de bain. C'est parce qu'on avait un besoin. J'étais à 1 semaine de mon affichage JC Deco et en fait, les photos rendaient pas bien. Le concept rendait pas bien sur 4x3. Et donc là, tu as le couteau sous la gorge et tu dois être très créatif. Et on a eu la justesse innée dans le sens où il y avait un momentum technologique que tu as une fois tous les 40 ans. Mais ça servait à un vrai besoin, en fait. Et c'est là qu'on a été super créatif, super juste, super on point. J'adore. J'espère que cet épisode vous a inspiré. J'espère que les conseils de Marie vous ont permis de faire à la maison votre propre plateforme de marque ou celle de votre entreprise pour aller trouver des nouvelles idées. Et puis maintenant, vous le savez, do something crazy, you never know. Rendez-vous tous les jeudis à 13h pour la hotline de Caro. Et pour retrouver Marie, quel est ton canal préféré ? TikTok. TikTok ? Oui. Ah bon ? Ah bah ça, on me l'avait jamais fait encore en 450 épisodes de Marketing Square. Et ben rendez-vous sur TikTok pour suivre Marie. Vous allez voir, ses décryptages sont hyper intéressants. C'est ça qui m'a donné envie de l'inviter et de vous faire croquer cet épisode qui, je suis sûre, sera utile. Merci à tous et à très vite. Ciao ! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.